Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à la guerre au Mali, les coulisses d'un engrenage, et nous sommes en compagnie du réalisateur et auteur de ce documentaire que nous vous conseillons tous. Jean Crépu, comment allez-vous? Très bien, très bien. Peut-on aujourd'hui donner rendez-vous aux téléspectateurs après que ce documentaire qui devait être diffusé sur Arte soit reporté? Tout à fait. C'est tout récent, mais je peux effectivement donner la nouvelle date. On peut patienter un peu parce que ça sera le 12 juillet, donc c'est un mardi et ça rentre dans ces programmes de théma du mardi soir sur Arte. Donc il y a un petit décalage de temps. Durant combien de temps vous avez parcouru ces coulisses-là? Alors, c'est un film qui a démarré en termes de production en tout début 2020. Bon, c'est vrai que j'ai traversé à la fois le Covid, une pandémie. Après, il y a eu un premier coup d'État au Mali, donc ça a rendu la production de ce film pas facile. Et donc, j'ai fini le montage en fin d'année 2021. Donc, ça fait quasiment 2 ans de travail pour ce film. En tout cas, réalisateur multi-récompensé, il est notre invité et nous lui souhaitons la bienvenue à Afro-Night. Guerre au Mali, coulisses d'un engrenage. Voici l'intro justement de ce documentaire que vous verrez au mois de juillet prochain sur Arte. Depuis la fin des Serval, le terrorisme ne fait que progresser. Ils ont changé de mode d'opération, ils se sont fondés dans les populations, ils progressent à grandes enjambées et partout. Si demain l'Afrique de l'Ouest notamment, est dans un tumulte général à cause du terrorisme, bien sûr qu'il y aura des courants migratoires, comme il y en a eu venant de Syrie ou d'Afghanistan. Donc notre propre sécurité, elle est en Afrique. La crise malienne est avant tout l'histoire d'un échec. Celui d'un État, le Mali, mais aussi de la communauté internationale qui l'a soutenu. Cet échec est devenu le terreau des djihadistes et a conduit les militaires dans une impasse. Comment en est-on arrivé là ? Comment en est-on arrivé là? Voici la question qui est posée et qui va justement permettre le déroulé et la beauté même de ce documentaire réalisé par Jean Crépu. Qui sont les belligérants dans ce qui est qualifié aujourd'hui comme étant une guerre? Alors aujourd'hui, on a un certain nombre on va les appeler des groupes armés. Et ces groupes armés, ils sont les deux principales, on va dire, ce sont la franchise d'Al-Qaïda et l'État islamique, qui sont les deux grands groupes djihadistes. Et puis, je pense qu'il y a aussi une multitude de groupes qui se revendiquent parfois avec une dimension religieuse, mais pas toujours. Je pense qu'il y a une multitude maintenant de groupes violents qui interagissent dans ces régions, notamment au centre et dans cette région dite des 3 frontières, entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et leur objectif, c'est prendre possession de ce pays qu'est le Mali? Je ne crois pas. Je pense que ce sont des groupes qui peuvent grandir et proliférer parce que l'État est absent. Et je pense que essentiellement, la cause essentielle de ce qui se passe dans ce pays, c'est l'absence de l'État. Donc cette absence de l'État, cette place laissée vacante, bien, il y a un certain nombre de groupes qui se disent que eux, ils peuvent gérer le quotidien, ils peuvent s'installer, créer. Il y a déjà des systèmes de gouvernance locale qui sont ici ou là à la place de l'État. De l'État. Et ça fonctionne bien?
Je pense que si ça fonctionnait bien, peut-être qu'on n'en serait pas là où on serait aujourd'hui au Mali. Je pense que non, ça ne fonctionne pas bien. Mais je dirais que pour un certain nombre de gens dans les populations, les habitants qui vivent dans ces régions, quand il n'y a personne, quand l'État n'est pas là, peut-être qu'ils préfèrent une justice peut-être un peu expéditive que pas de justice du tout. Et c'est bien ça le problème, parce que tant que l'État ne sera pas là, les gens seront contraints de faire avec. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils souhaitent? C'est une sécurité au quotidien, c'est de pouvoir aller cultiver leurs champs, c'est de pouvoir peut-être... si les conditions se réunissent, envoyer leurs enfants à l'école. Justement, pour parler de ça, vous avez fait Mali sur le chemin de l'école, c'était en 2007. Ensuite, main basse sur le riz, retour au Mali, c'était en 2010. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé entre ces périodes-là et celles que vous avez traversées en réalisant ce documentaire? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fondamentalement changé? Oui, moi, vous voyez ce voyage que j'ai fait en 2007 qui s'appelait Sur le chemin de l'école. En fait, j'ai fait ce voyage de Bamako jusqu'à Bandiagara, donc vraiment traverser tout le Mali sans aucun problème. Il y avait une sécurité. Situez-nous la période à peu près. Ça, c'était 2007. Hein. D'accord. Et donc, j'ai été très impressionné par ce pays qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé très fort, avec des paysages extraordinaires et une richesse humaine chez les gens que j'avais rencontrés qui m'avait beaucoup frappé. Et du coup, après, je suis revenu pour d'autres films, comme effectivement Main basse sur le riz. On avait essayé de comprendre pourquoi, alors que le Mali a beaucoup d'atouts au niveau agricole, pourquoi le Mali ne parvenait pas à produire du riz suffisamment pour ne pas être soumis à des variations de prix internationaux comme on a pu les connaître en 2008 au moment de la crise alimentaire. Et donc j'ai vu qu'au fur et à mesure du temps, entre 2007 et puis les années qui ont suivi, la situation se détériorait. Et puis en 2012, j'ai su qu'effectivement une rébellion qui associait des Touaregs et des djihadistes avait pris possession du nord du Mali. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est donc passé pour que ce pays que j'avais tant aimé en 2007 change à ce sombre et s'effondre. Après, il y a eu un coup d'État. Et puis, voilà, on a pensé, peut-être naïvement, que les choses allaient être remises sur les bons rails avec une nouvelle élection, avec un nouveau président. Et puis, on a vu que ça ne fonctionnait pas vraiment et que cette attente d'un État en reconstruction puisse... dans lequel les gens pouvaient se reconnaître, n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici une question. Sûrement que la réponse est contenue dans ce que nous allons voir maintenant. La réalité fut plus cruelle. Le deuxième acte de la crise malienne s'est joué en Libye. En 2011, dans la foulée des printemps arabes, une insurrection populaire éclate en Libye. Elle est violemment réprimée par l'armée de Kadhafi et les Occidentaux étudient la possibilité d'une intervention. C'est un sujet qui était assez sensible et quand on a évoqué ça à l'Élysée, où on avait des réunions régulières pour parler de cet potentiel engagement, les gens qui travaillaient avec moi m'avaient dit « Mon général, il faut dire 3 choses. Il faut dire que si on utilise la force de façon disproportionnée, c'est-à-dire si on casse le régime, alors ça aura 3 conséquences. 1, ça va rompre le barrage anti-migrants qui était en place en Libye et qui était très efficace. 2, ça va créer des espaces dans lesquels des djihadistes vont s'installer. 3, ça va déverser dans le Sahel tout l'armement que Kadhafi a accumulé. Malgré les risques de déstabilisation régionale, l'Occident lance l'opération Harmattan. Vu du Mali, cette intervention est une très mauvaise nouvelle. Kadhafi aidait beaucoup les pays sahéliens, notamment le Mali. Et ici, la Libye a beaucoup investi
dans le secteur hôtelier, dans le secteur bancaire, et dans le secteur même un peu religieux. Parce que Kadhafi ne se prenait plus pour un président, il était un guide. Donc, en fait, Kadhafi a joué sur tout ça pour se donner une légitimité aux yeux des populations du pays. Le guide, ou du moins l'ex-guide libyen, a-t-il vraiment eu une influence là-bas dans le Sahel? Et puis, est-ce que cette crise libyenne fait partie vraiment des véritables causes de ce qui se passe aujourd'hui au Mali? Je pense qu'effectivement, la crise en Libye a été un facteur de plus déstabilisant. Je ne crois pas que ce qui s'est passé en Libye à ce moment-là a été le déclencheur de la crise au Mali. Mais je pense que ça a été un grand facteur de déstabilisation encore un peu plus sur un pays qui était déjà très fragilisé. Très fragilisé. Qui était déjà livré un peu aux arrangements. Mais quel était l'impact de cette crise libyenne alors? À quel niveau? D'aucuns parlent d'armes, d'aucuns parlent de personnes qui se seraient venues ajouter aux différents belligérants. Alors quand Kadhafi est tombé, tous ces Touaregs qui faisaient partie, qui constituaient sa garde rapprochée, tous ces Touaregs originaires du Mali sont rentrés au pays. Alors, la grande question qu'il faudrait se poser, d'ailleurs, c'est comment tous ces gens-là sont-ils rentrés avec armes et bagages sans que ça n'éveille l'attention des Occidentaux ou des observateurs, en se disant, mais il y a quand même peut-être un risque là que cette crise libyenne se déporte. Alors, je pense qu'après tout cet armement, cet arsenal de Kadhafi s'est réparti en Afrique, mais ces Touaregs originaires du Mali, quand ils sont revenus au pays, d'une certaine façon, ces rébellions Touaregs qu'on avait vues au fil des décennies au Mali, il y avait peut-être chez certains, même pas peut-être, je pense de façon certaine, l'idée que le moment était peut-être venu de passer à l'acte et d'obtenir cette fameuse indépendance de ce territoire qu'ils ont appelé l'Azawad. L'Azawad, justement. L'aversion des Maliens et de certains Africains envers la France, est-ce que ce n'est pas dû justement à cette crise malienne? Alors, je pense que il s'est joué deux choses. Quand il y a eu cette occupation du Nord Mali par les indépendantistes touaregs qui s'étaient, par une espèce d'alliance un peu de circonstances, alliés à ces groupes djihadistes, notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique, je crois qu'il y a eu une première phase où la France est intervenue, il faut le rappeler quand même, à la demande des Maliens. Alors, beaucoup de versions circulent sur tout ça, mais enfin, la France est intervenue et je dirais d'une certaine façon, les choses se sont plutôt bien passées et que la France a plutôt été accueillie à bras ouverts à l'époque. On se rappelle des images à Tombouctou, on se rappelle de toutes ces images-là. Toute la question après a été pourquoi la France est-elle restée? On pouvait considérer qu'à partir du moment où il y avait des nouvelles élections, on est venu vous aider. Maintenant, à vous de jouer. Justement, c'est un témoignage que vous livre l'ex-président français, François Hollande. On regarde. J'arrive donc à Bamako et je vois que des drapeaux français et des signes de gratitude. Et de voir cette foule massée et appelée à dire, sans qu'on lui souffle le mot « Vive la France », je pensais que c'était un beau jour pour moi-même et pour la République française. À ce moment-là, on était essoufflés, on était gonflés d'adrénaline par les risques qu'on avait pris, par les risques qu'on avait fait prendre, par les risques que les politiques avaient pris. Je sais l'effort qu'il reste à faire. À la fois retrouver l'intégrité territoriale de tout le Mali. Aucune ville, aucun village ne doit être occupé par des terroristes et échapper à la souveraineté du Mali. Il y a eu un large soulagement. Les terroristes ont été chassés. Une forme de sécurité minimale a été introduite.
Donc tout le monde ferme les yeux en disant finalement ça va, c'est le plus gros est fait, c'est réglé. Alors que rien n'est réglé. Ce qu'il faut dans ces périodes-là, c'est utiliser l'accalmie précisément. Le fait que les terroristes ne soient plus dans une position aussi menaçante pour structurer, aider. Et de ce point de vue, l'Europe, le monde n'ont pas été au rendez-vous. Le monde et l'opinion n'ont pas été au rendez-vous. C'est bien cela. Parce que dans ce documentaire, il y a des personnes qui sont prêtées à vos questions. Ça a été difficile de les réunir, d'aborder avec eux ces sujets-là, quand je pense notamment au président Hollande, dont cette résistance à Bamako a été le fait d'armes, justement, de son mandat. Non, je pense que de la part de François Hollande, je pense qu'il a vécu, je pense, quelque chose de très fort. Ouais. Je crois que c'est indéniable. Il y a eu un moment de l'histoire, à la fois de l'histoire du Mali et de l'histoire de France. On sait que ces deux pays ont un passé ensemble qui aujourd'hui est considéré comme tumultueux. Mais je pense que pour François Hollande, c'était important aussi de témoigner sur ce qu'il avait vécu de ce moment-là. Il faut se rappeler une chose, c'est qu'au moment de l'intervention française, il y avait encore des otages français. Au Mali, et que je pense que prendre la décision d'intervenir militairement dans un pays où il y a des ressortissants qui sont encore otages ne doit pas être une chose très facile. Et puis je pense que, à partir du moment où on lance l'opération, comme le dit dans le film le général Castres, qui suivait les opérations, on ne savait pas trop ce que tout ça allait donner. Donc si aujourd'hui tout le monde salue ce moment-là, en tout cas de l'intervention française, ce que je pense qui a été sous-estimé, c'est ce qu'elle allait se jouer après. Ce qu'elle allait se jouer après. Justement, on parle de bourbier, on parle d'engrenage même pour la France. Est-ce l'improvisation ou une méconnaissance du terrain qui a amené la France dans cette situation ? Je pense qu'il y a une méconnaissance du terrain. Je pense qu'il y a une certaine arrogance française de considérer qu'on connaît bien tout ça et qu'on sera là pour gérer ça. Et je pense surtout qu'à partir du moment où il y a eu un nouveau président de la République au Mali, l'idée selon laquelle on devait rester, mais on devait rester pour faire quoi finalement ? Le général Casse dit dans le film, on avait plusieurs bretelles de sortie qu'on n'a pas pris. Alors la question à se poser aujourd'hui, c'est pourquoi on ne les a pas pris et d'assumer finalement ce choix de rester qui n'était pas sans conséquence, parce que tant que cet État malien n'était pas reconstruit, était en capacité de revenir sur les terrains où il était absent, combattre le terrorisme, et puis revenir avec des services, des services publics, des institutions des gendarmes, qui pouvaient fonctionner. Tant qu'il n'y avait pas ça, on restait là militairement, mais repousser quelques assauts. Oui. À repousser quelques assauts. Comment justement les Maliens que vous avez pu rencontrer, même en discutant avec eux en aparté, comment apprécient-ils le départ programmé de l'armée française ? Alors, je pense qu'il y a une différence entre ce qui peut être ressenti à Bamako et ce qui peut être ressenti, par exemple, à Gao ou à Ménaka. Bamako, finalement, n'a pas eu à vivre une occupation sous la domination de ces groupes armés djihadistes. À Gao, je pense que c'est beaucoup plus pragmatique. Je pense que ce qui intéresse les gens à Gao, c'est de se dire, mais qui va nous protéger maintenant ? Alors, je ne dis pas que l'armée française était capable d'assurer une sécurité pour tous les gens. Mais quand même, on voit bien, là, depuis ces dernières semaines, que la couverture un peu de Barkhane limitait quand même ça. Alors je pense que pour beaucoup de Maliens, il y a eu ce sentiment que l'armée française n'y arrivait pas. Malgré tous ses moyens, n'y arrivait pas.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu ce sentiment que ça devenait un peu une armée d'occupation. C'est un peu, vous êtes là, mais il n'y a pas beaucoup de résultats. Donc, vous êtes là jusqu'à quand Et donc ça, je pense que ça a pesé, mais en même temps, les gens, dans les partis qui sont exposés à ces mouvements armés, à cette violence, je crois qu'il faut rappeler quand même que les premières victimes sont les civils qui demandent une sécurité. Alors aujourd'hui, cette sécurité, qui est capable de la garantir ? Et puis, dans cette crise malienne, un sujet dont vous avez beaucoup parlé dans votre documentaire, c'est la corruption et la dette de ce pays qu'est le Mali. On regarde. Quand vous regardez ces programmes intervenir, ils ont des frais de fonctionnement énormes. Donc ça fait vivre beaucoup de monde. Les per diem, les véhicules 4x4, les machins. Tous ces Occidentaux qui à Bruxelles, qui à Paris, qui sur le terrain sont les employés de ces grandes organisations, qu'elles ce soient des ONG, que ce soit les Nations Unies, que ce soit la Commission européenne, tout ça, mais ces gens-là, ils vivent de ça. C'est aussi leur fonds de commerce. Donc qui va se mettre un jour autour d'une table en disant non, franchement, là, ce qu'on fait là, ça sert à rien, il va falloir qu'on change de méthode. Un manque d'efficacité auquel s'ajoutent les mauvaises pratiques de certains acteurs publics maliens qui détournent les fonds. Comment se fait-il que un général qui n'a que 45 ans qui puisse avoir des milliards sur lui? C'est impossible. Ils sont milliardaires. Et au vu aussi de tout le monde, devant la Banque mondiale qui est là, qui a une représentation, qui voit, qui continue à donner de l'argent au Mali. Le FMI qui est là, qui regarde, qui voit. Les chancelleries sont là. Personne ne dénonce. Soit disant, bon, c'est... Il y a un vérificateur général au Mali. Il y a un vérificateur général qui vérifie les comptes. Son travail, il publie son rapport en montrant voilà, les dysfonctionnements, and so what. On met en lumière la malgouvernance, le trafic de drogue, la corruption, et cela à tous les niveaux. C'est-à-dire que dans ces coulisses que vous détaillez à travers ce documentaire de 127 minutes qui sera diffusé sur Arte, vous abordez tous ces sujets-là. Oui, je crois que on constate aujourd'hui l'ampleur des dégâts. Le grand problème pour nous, c'est que on a regardé... Quand vous dites « nous », c'est qui ? La France qui a quand même été très présente, mais pas seulement la France, d'une façon plus générale, même l'Union européenne, les Occidentaux, entre guillemets, on était très présents, on a aidé tout en sachant, il faut arrêter l'hypocrisie, on savait très bien quand même, c'est dit dans le film, oui, tout à fait. Il y a un bureau du vérificateur. Que nous vous conseillons, 127 minutes de pur c'est bien là le problème. Si on aide un pays, on a des programmes d'aide, de coopération, de développement, mais qu'on sait par ailleurs que le gouvernement qui est en place, les institutions qui sont en place sont gangrénées par la corruption et qu'on fait comme si ça fonctionnait, au bout d'un moment, ça craque, et ça explose. Et ça a explosé. La laïcité est mise à mal au Mali. Quand les repères d'un État laïque sont un peu en perdition, quand la corruption est érigée à son plus haut niveau, quand tout ça tombe en lambeaux d'une certaine façon, quels peuvent être les repères pour retrouver une certaine morale ? Ça peut être effectivement des repères de la religion. Alors, ça ne veut pas dire que la laïcité est forcément en danger au Mali et que le Mali va devenir une république islamique. Ça veut simplement dire que ça fait se poser des vraies questions. Si le Mali a toujours revendiqué sa laïcité, une république laïque, aujourd'hui, ça signifie quoi ? Comment est-ce qu'on peut la défendre ? Moi, quand j'étais là-bas en tournage, quasiment tous les jours, il y avait des débats à la radio ou à la télévision sur l'islam et la politique. Des débats qui ont des audiences folles. Et moi, je trouvais ça formidable parce que ce sont des vraies questions pour eux et ils s'en emparaient. Alors malheureusement,
bon, la situation politique s'est encore un peu plus dégradée. Mais je pense que c'est des vraies questions pour un pays comme le Mali, fondamentalement laïque depuis son indépendance. Depuis son indépendance. Justement, cette religion qui est aujourd'hui, il faut faire un choix. Et certains réussissent justement à faire le bon choix. Je ne sais pas si c'est le bon, mais en tout cas, dans le documentaire, il y a une demoiselle, une dame d'ailleurs, pas une demoiselle, une dame qui justement est en proie au choix. Le Mali est un pays qui vit un islam très modéré. Et moi, en tant que femme, je suis musulmane et pratiquante. Du coup, c'est un sentiment de mais est-ce que je suis sur la bonne religion ou c'est eux qui sont sur la bonne religion? La question reste posée, la réponse est dans le documentaire. Le documentaire avait été programmé sur Arte et puis l'actualité que nous connaissons, la guerre en Ukraine, a obligé à une déprogrammation. Est-ce à croire qu'une information est plus importante que l'autre? Le Mali et l'Ukraine, c'est pas le même combat, c'est pas la même chose? J'ose espérer que non. Je me suis beaucoup battu pour qu'un film qui essaye de creuser un peu cette crise malienne, je me suis beaucoup battu parce que je considère que ça nous concerne. Ça doit nous parler parce que nous avons une histoire commune, parce que le Mali n'est pas loin. Et donc, moi, évidemment que la crise en Ukraine s'est imposée parce que c'est un conflit en Europe, mais je pense qu'il est très important qu'on puisse aussi éclairer ce qui se joue pas si loin, sur un continent dont on parle beaucoup, mais on a du mal. Et c'est dans toute la sous-région ouest-africaine. Oui, et c'est maintenant un problème plus global dans tout l'Ouest africain. Comment vous êtes ressorti de ce documentaire, pour finir? Alors, je vais vous dire une chose. Le Mali est un pays... Quand j'ai fait ce premier voyage en 2007, j'ai été très touché par ce pays. Et du coup, j'ai une relation particulière avec ce pays. Je suis très attristé par ce qui se passe. Je suis, pas quotidiennement, mais presque, en lien avec des Maliennes et des Maliens. Et je souhaite qu'une chose, c'est que ce pays, qui a une jeunesse extraordinaire, malheureusement... beaucoup d'enfants ne peuvent plus aller à l'école. J'ai beaucoup d'inquiétudes aussi avec ça, mais j'ai l'espoir que cette jeunesse qui croit encore beaucoup en son avenir arrivera à renverser la table et à s'imposer. C'est le souhait que je formule. On va conserver ce souhait, croiser les doigts pour que cela aboutisse. Guerre au Mali et coulisses d'un engrenage, c'est donc le documentaire que vous serez invité à voir sur Arte. Ce sera au mois de juillet. 12 juillet. Le 12 juillet, voilà. C'est la date qui a été retenue pour l'instant. On va y croire. Voilà, on va y croire. Soyez nombreux justement à voir. Et puis j'espère que les autres télévisions vont s'intéresser à ce documentaire, se l'offrir pour le diffuser, car c'est un documentaire très pédagogique. Quand on s'inspire de tout ce que vous racontez dans le documentaire, on peut aller de l'avant, tous ensemble. Merci Jean Crépu d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Très bon. Moment beaucoup plus agréable que durant le tournage du documentaire. Merci à Samir Gaïb, merci à Delphine Eudes qui nous a permis d'avoir ce contact. Merci à toutes vos équipes qui ont merveilleusement travaillé afin que nous puissions présenter cette émission. Merci à Lucie John, à Fiona Nong, à Charles Serrito et à Marie qui nous ont aidés à préparer cette émission. Bonsoir et n'oubliez pas, Guerre au Mali, coulisses d'un engrenage, bientôt sur Arte. Bonsoir.